Et donc cette conférence est organisée conjointement par Lorraine Nature Environnement et par la ville de Metz, qui nous met les lieux à disposition, qui fait un peu d'informations aussi dans son agenda. Et c'est en fait une série de conférences. Il y en a eu plusieurs avant l'été. Le thème général de ces conférences, c'est le développement durable. Et donc il y en aura d'autres encore dans le courant de l'automne. La prochaine aura lieu le 1er ou le 3 octobre, la date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Ça sera sur un sujet qui n'a rien à voir cette fois-ci vraiment avec la nature, mais c'est autre chose. Ça a à voir avec la distribution, avec la façon de se procurer ses aliments, et ça vous parlera de coopératives alimentaires. Donc un tout autre sujet, mais qui a à voir quand même avec faire un peu autrement, lever le pied et prendre soin de la nature. Voilà, je laisse Monsieur Devin faire la présentation de sa conférence. Merci, monsieur. Merci. Je continue juste sur la petite histoire. Moi, je suis enseignant-chercheur au LIEC, le laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux, qui se situe actuellement sur le campus Bridoux. Mais on a été hébergé dans ces bâtiments pendant toute la première phase de vie de notre laboratoire, donc de la fin des années 70 jusqu'à 2000. Voilà, cette salle-là, c'était la salle de soutenance des thèses, et toute une histoire aussi liée à notre laboratoire. Donc je vais vous parler d'invasion biologique. On est dans un cycle développement durable, ça tombe bien parce que j'ai fait un peu de recyclage aussi, donc les quelques étudiants qui sont là, il y a quelques diapos que vous avez déjà vus, désolé. Et donc je parlerai d'invasion d'une manière générale, et puis je me focaliserai un petit peu plus sur les milieux aquatiques et sur la faune, parce que c'est un peu plus sur les domaines de compétences. Donc, très rapidement, je me présente, donc je suis enseignant-chercheur en écologie du stress. Donc la question de l'écologie du stress, c'est d'essayer de savoir, de comprendre comment des stress environnementaux très diversifiés, donc ça peut être des espèces invasives, des contaminants, la température, vont avoir un impact sur le vivant d'une manière générale, sur le fonctionnement des écosystèmes, et donc comment on développe des outils qui permettent de caractériser l'existence d'un stress, de caractériser les conséquences de ce stress, et idéalement d'identifier l'origine du stress pour trouver une solution. Ça, c'est un autre problème. Et puis là, je dérive aussi progressivement sur des sujets un petit peu plus vastes. Alors, on continue à travailler sur des stress environnementaux, mais sur des projets sur l'habitabilité de la Terre et des planètes, et donc comment définir les conditions d'habitabilité de la Terre à différentes échelles de temps et d'espace, et comment les maintenir. Donc ça, voilà, c'est un vaste sujet. Normalement, on devrait avoir un projet qui démarre début janvier pour 4-5 ans, où on mélange des biologistes, des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des géochimistes, etc. Et on essaie de travailler tous ensemble pour essayer de trouver quelques solutions. Voilà pour l'introduction. Alors, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, vous m'interrompez. Il y a un temps présentation et un temps d'échange, mais si on mélange échange et présentation, c'est pas plus mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend, qui vous choque, qui vous étonne sur ces photos? Qui vous paraît pas naturel? Oui? Il n'y avait pas de chevaux en Amérique. Voilà, donc contrairement à une image populaire où on associe facilement les chevaux aux cow-boys, aux Indiens et au Grand Ouest américain, et ben, les chevaux ont été introduits au moment des grandes découvertes des conquistadors sur le continent américain. Donc, les chevaux sont originaires d'Europe, d'Asie, mais n'étaient pas présents naturellement en Amérique. Et donc c'est une espèce exotique, envahissante, on peut en discuter, mais en tout cas qui s'est très bien installée, qui s'est très bien plu là-bas. Il y a des troupeaux de chevaux sauvages. Et donc voilà, une espèce exotique, ça peut être des espèces qui sont installées depuis très longtemps sur un territoire, qu'on associe naturellement à ce territoire, mais qui naturellement ne devraient pas y être. Alors il y a plein d'autres exemples.
Ah oui, donc ça après. C'est tout frais, je ne sais plus encore dans quel sens j'ai dit. Alors, si on définit une espèce exotique envahissante, il y a beaucoup de textes, j'ai essayé de limiter au maximum, et ça c'est la définition officielle sur laquelle s'est arrêtée l'Union européenne sur la base de propositions de la Convention sur la diversité biologique. Une espèce exotique envahissante, donc le terme officiel qui qualifie vraiment les espèces sur lesquelles, desquelles on va parler aujourd'hui, c'est une espèce introduite par l'homme, volontairement ou non. Donc il faut que l'homme ait participé à sa dispersion de plein de manières différentes, ça on en parlera, en dehors de son aire de répartition naturelle, et dont l'introduction de toute partie, et c'est là la grosse difficulté de gestion qu'il y a autour des espèces exotiques envahissantes, c'est que on peut introduire une espèce en introduisant des organismes adultes, féconds, mais on peut aussi introduire des œufs, des graines, beaucoup plus facilement, de manière beaucoup moins perceptible, et générer malgré tout ces mécanismes. Donc, introduction de toute partie d'un organisme qui va se propager et agir sur tout un tas de composantes, des processus écologiques ou la composition des écosystèmes, et menacer alors ces écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes. Donc il faut qu'il y ait l'homme comme vecteur, et par contre on ne définit pas une espèce exotique envahissante sur la base de son impact. Ça a été au début les premières propositions qui étaient faites, on va s'intéresser, on va se focaliser uniquement sur les espèces qui ont un impact. Le problème, c'est que ça donne une vision très anthropocentrée, parce que qu'est-ce qu'a un impact sur un écosystème? En général, on se focalisait uniquement sur les impacts qui embêtaient l'homme dans ses activités. Et tout le reste passait complètement sous les radars. Donc du coup, on adopte une position beaucoup plus large. Il faut que ce soit simplement une espèce introduite par l'homme, en dehors de son aire de répartition naturelle. Donc, est-ce que le phénomène est récent? Bon, j'ai déjà un petit peu spoilé la réponse, parce qu'on a vu les chevaux en Amérique. Mais on peut remonter beaucoup plus loin. À partir de quand on a commencé à avoir des invasions, des introductions volontaires par l'homme? Ça date de la révolution néolithique, où avec la mise en place de la sédentarisation et la domestication et de l'agriculture, on a eu des dispersions de graines, d'espèces domestiquées un petit peu partout sur tous les continents, à partir de foyers principaux où ces innovations agricoles et d'élevage ont été mises en place, mais voilà, ça a commencé au néolithique, donc c'est pas tout récent. Et puis ça s'est poursuivi depuis le néolithique, ça ne s'arrête pas. Là, vous avez une carpe dans l'Allier. La carpe, c'est une espèce qu'on imagine aussi assez facilement comme emblématique ou typique des écosystèmes d'eau douce français, notamment. En fait, la carpe a été introduite par les Romains. Donc, avant l'invasion, la colonisation romaine en Gaule, la carpe était présente en Italie, mais n'était pas présente en Gaule. Et les Romains aimaient bien manger de la carpe. Donc du coup, quand ils sont venus, ils ont emporté la carpe. Finalement, si on remonte un petit peu loin dans le temps, c'est extrêmement difficile de dire ce qu'est une espèce exotique ou ce qui n'est pas une espèce exotique. La plus grosse difficulté et les plus gros débats qu'il y a dans les communautés scientifiques, c'est donner un point de départ. À partir de quelle date on va dire qu'on fixe la composition des communautés végétales, animales, et que toute nouvelle espèce est qualifiée d'exotique. Donc pour certains, c'est à partir de 1492, pour d'autres, c'est beaucoup plus ancien, pour d'autres, c'est uniquement le XXe siècle. Donc voilà, il y a plein de débats, rien n'est tranché. Selon qu'on soit botaniste ou qu'on soit zoologue, on n'a pas les mêmes définitions. Il n'y a rien de très définitif là-dessus. Un autre exemple voilà, d'espèces exotiques, on pourrait qualifier d'exotique, c'est le pommier. Voilà, le pommier, c'est une espèce qui est naturellement originaire d'Asie, Asie mineure, Asie du Sud-Est, et qui a été introduit aussi. Et maintenant, on considère le pommier comme une espèce typique, emblématique de nos écosystèmes. Alors, quelques autres exemples.
voilà, ça fait partie du recyclage. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Donc là, vous avez un étourneau. Les étourneaux ont été introduits aux USA au 19e siècle, 60 individus introduits, et actuellement, enfin, je vais le chiffre, pour ça j'ai noté, il y en a 200 millions maintenant. Donc un beau succès. Et donc une petite anecdote associée à l'introduction de cette espèce aux États-Unis, c'est que c'était un fan de Shakespeare qui avait décidé d'importer aux États-Unis toutes les espèces mentionnées dans l'œuvre de Shakespeare. Donc, je ne vais pas aller forcément très loin, mais c'est le début. Voilà, donc parmi d'autres espèces envahissantes, le dorifort qui est originaire d'Amérique et qui a été transporté avec la patate. Au moment où la patate a été importée sur le continent européen, elle est venue avec le dorifort, et le dorifort c'est très bien plu et s'est propagé un petit peu partout. Donc des transferts d'espèces, il y en a plein. Un exemple assez récent, enfin plus récent, la perruche à collier, dont on parle beaucoup ces derniers temps, qu'on voit un petit peu partout. Voilà, il y en a à Metz, il y en a voilà, dans toutes les grandes villes. Son aire de répartition naturelle, c'est plutôt Afrique, Inde, donc les forêts tropicales. Et puis son aire de répartition actuelle est très vaste. On voit que d'un point de vue capacité d'adaptation, c'est une espèce qui est quand même assez douée, parce que c'est une espèce originaire de milieux tropicaux et qu'on va réussir à trouver en Alaska. Donc un spectre écologique assez large. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des espèces exotiques. C'est ce qui leur permet d'être aussi rapidement couronnées de succès. En tout cas, celles qui réussissent, c'est en général celles qui ont des spectres écologiques très larges. Donc comment on explique finalement tous ces phénomènes d'invasion? Le premier élément qu'on a évoqué, c'est le transport par l'homme. Mais ça ne suffit pas à tout comprendre. Si on se focalise sur le continent européen, il faut remonter un petit peu dans le temps. Donc le dernier maximum glaciaire, la dernière période glaciaire, c'est le Jurmien. Donc le dernier maximum glaciaire, il y a moins de 21 000 ans. Donc ça, c'était la distribution de la calotte glaciaire en Europe. Donc tout le nord de l'Europe était sous une calotte glaciaire. Les glaciers alpins occupaient une surface forcément bien plus grande qu'aujourd'hui, mais bien plus grande qu'il y a un siècle aussi. Et puis on avait donc des cours d'eau qui n'avaient pas du tout la même typologie. Alors, on pouvait passer à pied jusqu'en Angleterre. Et puis si on avait la calotte glaciaire jusqu'ici, cette zone-là était très froide, avec des rivières qui étaient assez régulièrement gelées, un sol gelé aussi, du permafrost qui allait à peu près jusque là. Ce qui fait que cette glaciation jurmienne, elle a défauné la plupart des cours d'eau, en tout cas, qu'on avait en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest. Les zones refuges, les zones qui étaient les plus éloignées de cette calotte glaciaire, et, si je me focalise sur les espèces aquatiques, qui pouvaient être atteintes uniquement en cheminant le long de cours d'eau. Donc là, tous les réseaux hydrographiques ne sont pas dessinés, mais en gros, en Europe, on s'est retrouvé avec deux zones refuge. Tout ce qui est le pourtour méditerranéen, ici, donc, qui était plus épargné par les grands froids, et donc beaucoup d'espèces ont pu s'y maintenir. Et puis, c'est pas sur la carte, c'est vrai que je n'aurais pas dû choisir cette carte-là. L'autre zone refuge, c'est pas grave, j'ai un plan B. L'autre grosse zone refuge, c'était tout ce qu'on appelle le bassin ponto-caspien. Donc le bassin de la mer Noire et de la mer Caspienne. Donc, les espèces ont pu se maintenir, toutes les espèces qui étaient présentes en Europe avant le Jurmien, ont pu se maintenir
dans les hydrosystèmes européens autour de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne. La glaciation du Vurmien a pris fin, tout s'est réchauffé, les cours d'eau se sont remis à couler, mais se sont remis à couler en étant presque vides, parce que à peu près tout avait été éliminé par les extrêmes climatiques. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des hydrosystèmes extrêmement pauvres, très peu diversifiés, dans tout ce qui est Europe de l'Ouest, Europe du Nord. Par contre, une très forte diversité sur le pourtour méditerranéen, en Caspienne. Bon, ça, c'est l'étape 1. Les espèces étaient présentes en abondance et en diversité dans certaines zones refuge. Et puis, au cours du 18e, 19e siècle, il y a le trafic fluvial qui s'est développé de manière très très importante en Europe. Et pour faciliter les communications par voie fluviale, il y a de nombreux canaux qui ont été creusés. Et le plus fameux d'entre eux, dans la communauté des gens qui travaillent sur les invasions biologiques, c'est, alors, c'est ici, c'est dans ce secteur-là, c'est le canal Main-Danube, donc qui rejoint le bassin du Danube à un fleuve allemand, le Main, qui est lui-même un affluent du Rhin, et donc qui a connecté tout l'est de l'Europe à l'ouest de l'Europe. Et puis d'autres canaux ont été creusés pour relier aussi le nord de l'Europe et la mer Baltique. Donc à partir de là, on a créé des corridors de migration qui n'existaient pas et qui ont permis à toutes les espèces qui vivaient dans ces secteurs-là de progressivement regagner, gagner l'ouest et le nord de l'Europe. C'était d'autant plus facile pour ces espèces d'arriver et de s'installer dans ces écosystèmes qu'ils étaient pauvres et peu diversifiés. Et parmi les nombreuses hypothèses qui essayent d'expliquer un petit peu ces mécanismes invasifs, il y a l'hypothèse de la niche vacante. La niche vacante, qu'est-ce que c'est? Chaque espèce est définie par une niche écologique. C'est les différentes dimensions de l'habitat et de sa biologie qui décrivent un petit peu son fonctionnement. Donc il y a l'habitat, quel type de cours d'eau, quel pH, quelle température, quelle salinité une espèce supporte, son cycle de vie, à quel moment elle se reproduit, son alimentation, qu'est-ce qu'elle va manger, etc. Dans les hydrosystèmes d'Europe de l'Ouest, il y avait plein de niches vacantes. Parce que finalement, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espèces, il y avait plein de possibilités d'hébergement qui n'étaient pas exploitées. Et donc, les espèces exotiques qui viennent de l'Europe de l'Est et du sud de l'Europe se sont installées dans ces niches vacantes. Et elles se sont installées d'autant plus facilement qu'elles venaient de zones où il y avait une très forte diversité et donc une compétition entre espèces assez importante. C'est des espèces qui ont développé des aptitudes de la compétition dans leur aire de répartition naturelle et qui se retrouvent dans un milieu où il n'y a pas de compétition. Donc là, elles s'en donnent à cœur joie et elles occupent très rapidement tout l'espace. Donc, premier élément, la niche vacante. Je vais passer au troisième parce que ça m'arrange. J'ai commencé à le suggérer. Finalement, les espèces exotiques se retrouvent dans des milieux où il y a peu de compétiteurs et d'une manière générale où elles sont libérées de leurs ennemis naturels. Donc, une espèce va arriver, mais son prédateur ne sera pas arrivé. Donc, finalement, elle va pouvoir proliférer sans aucune régulation. Ou des pathogènes spécifiques de l'espèce, ou des parasites spécifiques de l'espèce ne sont pas arrivés en même temps qu'elle. Donc on a des espèces qui arrivent dans des nouveaux milieux, où il y a plein d'espace, et où il n'y a personne pour leur disputer cet espace, ou pour réguler leur population avec les mécanismes naturels de régulation des populations. Donc là, c'est deux éléments d'un cocktail assez explosif. Et puis un troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc, je vous ai dit qu'on avait une colonisation par les espèces originaires d'Europe de l'Est. Il y a une première espèce qui arrive, qui commence à construire son habitat, à s'installer dans un milieu. La deuxième espèce qui vient du même écosystème,
va du coup trouver des conditions d'habitat plus propices. Elle va se retrouver dans un environnement qu'elle commence déjà un petit peu à connaître. Et peu à peu, chaque nouvelle espèce originaire du même secteur géographique va avoir son installation facilitée par la présence antérieure d'autres espèces de la même aire géographique. Donc on a plusieurs exemples comme ça. Je crois que j'ai une illustration, mais tout à la fin, où certaines espèces, par leur forme, par leur structure, vont générer un habitat particulièrement apprécié d'autres espèces, et donc facilitent leur installation. Ces trois premiers éléments, ça permet d'expliquer le succès des invasions à partir des caractéristiques de l'écosystème qui reçoit les espèces. Donc, voilà, les écosystèmes ont certaines caractéristiques qui vont faciliter l'invasion. Et puis il y a une deuxième catégorie, c'est tout ce qui est capacité adaptative. Les espèces exotiques envahissantes sont réputées pour avoir des capacités d'adaptation plus élevées que la normale, plus élevées que les espèces autochtones. Et donc finalement, elles vont se retrouver beaucoup plus facilement dans toute une variété d'écosystèmes et elles vont être beaucoup moins regardantes quant à la qualité de l'environnement. Un exemple assez typique, le Rhin est colonisé par énormément d'espèces différentes, la Moselle aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de l'accident Sandoz dans les années 80, donc les usines Sandoz qui ont brûlé sur les bords du Rhin. C'était avant qu'il y ait tout un tas de réglementations sur ces eaux et les industries à risque. Et donc, les pompiers sont arrivés pour éteindre le feu. Ils ont aspergé les entrepôts avec des milliers de litres d'eau. Et du coup, tout a été lessivé, s'est retrouvé dans le Rhin. Et le Rhin a été complètement défauné sur plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, on a fait un choc toxique massif. Et ce qui fait que là, en termes de niches vacantes, c'était le maximum possible, puisqu'il n'y avait plus rien. Donc là, il y a plein d'espèces exotiques qui ont pu s'installer assez facilement. Donc capacité d'adaptation à tout un tas d'environnements et une niche écologique très large aussi, donc voilà, ce côté assez peu regardant sur l'environnement. Alors, des hypothèses, là j'en évoque que quelques-unes, il y en a des dizaines qui sont proposées, il y a voilà, des nouvelles propositions qui sont faites chaque jour, parce qu'en fait, il n'y en a aucune qui marche bien. Dans un cas, on va dire, c'est la niche vacante, mais par contre, l'effet boule de neige et la libération des ennemis, ça ne marche pas du tout, dans d'autres, c'est le contraire, et finalement, on n'arrive pas encore à comprendre vraiment pourquoi une espèce devient exotique dans un écosystème en particulier. Et le plus embêtant, c'est qu'on n'arrive pas non plus à prédire quelles espèces sont les plus susceptibles de devenir exotiques et quels écosystèmes sont les plus susceptibles d'être envahis. On a quelques pistes, quelques propositions, mais ça ne marche pas toujours. Donc, voilà, il y a plein d'hypothèses qui sont proposées, mais le phénomène dans son ensemble, on ne réussit pas encore à le modéliser avec précision, et c'est la joie de la recherche aussi. Il faut qu'on ait encore du boulot pour les années à venir. Donc si on parle un petit peu impact, je vous ai dit qu'on ne définissait pas les espèces exotiques envahissantes par leur impact, mais malgré tout, si elles nous préoccupent autant, c'est bien à cause de tous les impacts qu'elles sont susceptibles de générer ou qu'elles génèrent déjà. Donc on a un certain nombre de preuves. Alors, il y a un film qui commence à dater un petit peu, un film documentaire, Le Cauchemar de Darwin, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent, qui parle de l'exploitation de la perche du Nil autour du lac Victoria. Donc, le lac Victoria, ici, un des plus grands lacs du continent africain, et voilà, un lac très ancien, qui a des origines géologiques très très anciennes, ce qui fait qu'il hébergeait une diversité très importante, notamment de poissons,
notamment de poissons du groupe des cyclidés. En 1977, alors la perche du Nil a été introduite en 1954. Pourquoi elle a été introduite? C'est gros, ça pousse vite, c'est assez peu exigeant, ça se pêche facilement et ça se vend bien. Donc d'un point de vue développement économique, ça, il n'y a pas photo, c'est très rentable pour les populations qui vivent autour du lac Victoria et pour toutes les industries qui profitent de cette main-d'œuvre à bas coût, etc. C'est pas... Le problème est un peu plus que local, l'origine est un peu plus que locale. Donc, introduction en 1954 de la perche du Nil. En 1977, la perche du Nil représentait 1% de la diversité donc des individus présents dans le lac Victoria, et les cyclidés 32%. Et puis, il y avait d'autres espèces, t'as pas des 100% là. 83, donc 6 ans après, la perche du Nil, c'était 68% des individus, et les cyclidés plus que 1%. Donc, il y a plusieurs dizaines d'espèces de cyclidés qui ont disparu. Après, il y en a d'autres, voilà, il y a très peu d'individus. C'est assez difficile de faire un inventaire exhaustif et savoir exactement quelles espèces sont encore présentes et si les populations sont encore de taille suffisante pour assurer la pérennité. Mais en tout cas, on a eu un effondrement de diversité très, très important et très rapide, peu de temps après l'introduction de la perche du Nil. Je vais vous parler de ma chouchoute. Il y en a qui connaissent. La Dressen. Donc la Dressen, une petite moule d'eau douce qu'on trouve assez facilement dans la Moselle. Donc la Dressen, elle est originaire du bassin franco-caspien, bassin essentiellement de la mer Noire. Elle en est partie, alors j'ai des symboles qui passent page, elle en est partie au début du 19e siècle et elle a colonisé toute l'Europe du Nord et toute l'Europe de l'Ouest progressivement en passant par les différentes voies de navigation pour atteindre la France en 1860 avec les premières observations dans le Rhin, dans le Rhône et dans la Moselle. Alors, c'est une moule, les moules vivent accrochées à un support grâce à leur byssus, et donc une péniche qui part de ce secteur-là, qui réside dans le port pendant quelques temps, va avoir des moules qui vont s'accrocher à sa coque, et donc elle va transporter ces moules un peu partout sur son trajet et permettre la dispersion de l'espèce. 1860, donc elle arrive en France. Il y a très peu de signalements. Elle est recensée dans quelques relevés naturalistes. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous connaissez le naturaliste Jean-Henri Fabre, qui vivait fin 19e, début 20e. Et j'ai visité sa maison cet été. Et dans ses armoires de tous les spécimens qu'il a récoltés pendant ses vagabondages autour de son domicile, il y a des coquilles de Dressen. Donc voilà, présence de Dressen dans le sud de la France à la fin du 19e siècle. Mais très peu d'individus. Et puis tout à coup, 100 ans plus tard, une explosion démographique, et on est passé d'individus cryptiques, savaient qu'il y en avait, en tout cas quelques naturalistes savaient qu'il y en avait, mais personne ne s'en préoccupait, et tout à coup on a eu des proliférations massives de cette espèce. Donc c'est aussi la difficulté sur la gestion des espèces exotiques envahissantes, c'est qu'il peut y avoir entre l'installation et la prolifération une phase de latence qui peut être très longue, et donc si elle est très longue, s'il y a très peu d'individus, on se dit que cette espèce n'est pas spécialement une menace, donc il n'y a pas besoin de mettre en place de mesures de gestion particulières. Et puis en fait, tout à coup, ça explose et c'est trop tard à ce moment-là pour mettre en place des mesures de gestion. Donc explosion dans les années 60, et puis un gros pic démographique avec des gros problèmes, en tout cas dans le nord-est de la France, jusqu'aux années 2000-2005. Et puis là, elle est encore présente, mais sans que ce soit aussi massif que ça a pu l'être, et aussi problématique que ça a pu l'être. Par contre, dans la Garonne, jusqu'il n'y a pas longtemps, il y en avait un petit peu, mais ils n'étaient pas embêtés. Et là, ça fait quelques années qu'ils commencent à être embêtés par la Dressen.
celui qui est propre pour nettoyer l'autre. Donc ils sont en permanence en train de nettoyer un de leurs systèmes de captage d'eau, parce que sinon ils n'ont pas de système fonctionnel de captage d'eau potable. Donc on a des impacts économiques, sanitaires, écologiques aussi, puisque cette espèce est un filtreur. Donc elle se nourrit en filtrant l'eau qui est au-dessus, dans la colonne d'eau. Et ce qu'elle filtre, elle en digère une partie, elle en rejette une partie, ce qui ne l'intéresse pas. Donc il y a des fesses et des pseudo-fesses qui sont générées, et tout ça se dépose sur le fond des rivières. Et donc finalement, on se retrouve avec des eaux très claires, qui ont été filtrées, et tout ce qui était nutriments dans la colonne d'eau s'est retrouvé déposé sur le fond. Donc on a une modification de l'organisation des nutriments dans l'eau. Alors ça par contre, certains peuvent y voir un intérêt. Si je prends le lac Léman, d'un point de vue baignade, il est d'une transparence absolument spectaculaire, notamment grâce à la Dressen. Donc les intérêts peuvent varier. C'est ce que je vous disais, donc, ça perturbe les activités de loisirs, les activités industrielles, le fonctionnement de l'écosystème, et le bilan peut être modulé. Ça, c'est une étude qui a été réalisée sur le Rhin, où il commence à quantifier monétairement le service écosystémique rendu par la Dressen. Donc finalement, la Dressen étant présente en masse dans le Rhin, elle participe au mécanisme d'épuration du cours d'eau et elle leur fait économiser de l'argent en termes de potabilisation. Et donc finalement, ça leur rend service. Et ils s'en sont rendus compte il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, après une des dernières canicules, je ne saurais plus dire laquelle exactement, puisque ça revient quand même assez régulièrement, mais en fait, après une des dernières vagues de chaleur, il y a 3-4 ans, ils ont eu des mortalités massives de Dressen, et ils se sont rendus compte après que, en fait, l'eau qu'ils avaient à traiter, ils avaient plus de mal à la traiter. Et ils ont relié les deux, et ils se sont dit, finalement, maintenant qu'elle est là, autant se poser la question du service qu'elle rend, plutôt que la voir systématiquement comme une espèce nuisible à éliminer. Et puis, alors là, je parle de moi et les collègues qui travaillent avec moi, hein, je ne suis pas tout seul. Nous, on s'en sert aussi beaucoup comme espèce modèle pour la surveillance de la qualité des milieux. Donc, on récolte, voilà, les collègues qui sont en train de gratter un ponton pour récolter les parcelles qui sont en dessous. Puisque c'est un filtreur, elle accumule tout ce qui passe dans la colonne d'eau, les nutriments dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les polluants. Et donc finalement, on peut quantifier les polluants qui ont circulé dans l'eau en quantifiant ce qui est présent dans l'organisme, et puis à partir de l'état de santé de l'organisme, essayer de dire si cette quantité de polluants est toxique ou pas. Donc on le fait donc soit en grattant directement sur le terrain pour voir ce qui se passe sur place, et puis dans certains milieux, on va récolter des organismes sur une station, et puis on va aller les implanter à un endroit, donc voilà, dans des petits filets comme ça, on a une quinzaine d'organismes qu'on va poser à l'aval d'un rejet industriel par exemple, pour essayer de voir si entre l'amont et l'aval, on a une différence en termes de qualité des milieux. Donc finalement, voilà, maintenant qu'elle est là, autant essayer de s'en servir d'une manière ou d'une autre. En termes d'impact, donc j'ai commencé à parler des impacts industriels. Ça, c'est un travail qui a été fait il y a 7-8 ans par des collègues américains qui ont quantifié pour un certain nombre d'espèces le coût généré lié donc soit à la perte de fonction liée à la présence de l'espèce. Je vous disais, la Dressen empêche certaines activités de loisirs de se tenir, donc ça fait une perte sèche en termes de rentrée d'argent. Et puis, il faut aussi gérer cette espèce, ou certaines de ces espèces, essayer de les éliminer d'une manière ou d'une autre, et là, ça coûte très cher aussi. Donc, en top de notre liste, on a Aedes aegypti, le moustique du Nil, vecteur de la dengue, du chikungunya, de plein de maladies toutes plus sympathiques les unes que les autres.
54,4 milliards de dollars par an en termes de gestion. Le deuxième de notre liste ici, on en reparlera tout à l'heure, c'est le chat. Le chat est une des pires bips qui existent en termes de biodiversité, alors, y compris dans les zones où, il n'est pas invasif, parce qu'il provoque des dommages à la faune qui sont vraiment négligeables, mais dans les endroits où il est invasif, c'est une catastrophe. Donc le chat, le rat, le sanglier, certains escargots aussi, des insectes divers et variés. Là, on n'a que 10 espèces. Alors, ici en rouge, vous avez WORST 100. Il y a une classification qui a été faite par, je crois que c'est l'IUCN, l'Union internationale de la conservation de la nature, qui a étiqueté les 100 pires espèces exotiques du monde. Et donc ça, c'est les 10 qui coûtent le plus cher parmi cette liste des top 100. Mais dans ce groupe Invacost, ils ont aussi regardé toutes les autres espèces exotiques qui ne faisaient pas partie de ce top 100. Finalement, elles coûtent aussi très cher en termes de gestion. Donc on voit ici, si on fait la somme de tout ça, un coût de gestion assez phénoménal à l'échelle mondiale. C'est pas à l'échelle d'un pays, c'est vraiment à l'échelle mondiale, avec forcément des approximations, quantifier exactement la perte de services écologiques, écosystémiques liés à l'arrivée d'une espèce, c'est pas toujours un exercice facile. Alors quelle gestion justement pour ces espèces? C'est très difficile de gérer une espèce exotique parce que sa place dans l'écosystème envahi, on a du mal à la comprendre. Donc j'ai mis quelques exemples que je trouve amusants entre guillemets. Donc là vous avez un wapiti du Yellowstone, donc en Amérique du Nord. Et les chasseurs de ce secteur-là étaient très embêtés parce qu'ils observaient une baisse assez importante de la population de wapiti dans le Yellowstone. C'est une espèce à intérêt synégétique importante, donc voilà, ils étaient un peu chafouins. Ils ont essayé de comprendre l'origine de ce déclin du wapiti. Et puis, il y a un lien assez facile à faire. Donc là, on a le déclin des wapitis de 1994 à 2012. Et là, sur la même période, la population de loups dans le Yellowstone qui augmente. Voilà. On a un parallèle assez spectaculaire entre les deux courbes. Donc, le loup a été accusé comme étant le principal acteur du déclin du wapiti. Sauf que, en fait, ce n'était pas du tout ça, parce que la population de loups, même quand elle était à son maximum, là, 2010-2011, était loin d'être suffisante en termes de pression de prédation pour expliquer un tel déclin du wapiti. Si on regarde un peu plus loin, je reprends le Yellowstone, il y a des réseaux hydrographiques assez diversifiés, il y a plein de fleuves, plein de rivières, etc. Il y a plein de pêcheurs. L'espèce endémique du Yellowstone, c'est Oncorhacus clarki, la truite fardée du Yellowstone. Les pêcheurs ont introduit l'ongle du Canada, Sabellinus navecuche, parce que c'est plus gros. Et donc en termes de capture, de pêche, c'est un peu plus intéressant. Premier chapitre de l'histoire. Là, ça vous donne une petite idée de la différence de taille entre la truite fardée et l'ongle du Canada. On n'est pas sur le même gabarit. Et puis, on a une première piste. Que mange l'ongle du Canada? De la truite fardée. On ne le voit pas forcément très bien sur ces images. On peut le deviner si je vous mets sur la piste. La truite fardée, elle vit tout près de la surface. On voit la surface de l'eau qui est vraiment juste au-dessus. L'ongle du Canada, il vit plutôt tapis au fond des fonds d'eau. Comment l'invasion de l'ongle du Canada peut expliquer le déclin du wapiti? Qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Un autre acteur qui fait le lien, c'est le grizzly. Le grizzly, il aime bien manger du poisson.
Mais ce poisson, il le pêche en surface. L'ongle du Canada, il ne peut pas l'attraper. Et donc du coup, en 1980, on a estimé que 12% des jeunes wapitis étaient dévorés par des grizzlies ou des ours noirs. En 2000, c'était 41%. Finalement, vu que l'ours ne pouvait plus manger de trucs fardés, ben, il allait manger autre chose, du wapiti. Donc, la cause du déclin du wapiti, ce n'est pas l'augmentation du loup, c'est l'introduction d'une espèce aquatique qui, par une cascade trophique, va provoquer le déclin du wapiti. Doit-on éradiquer les espèces exotiques envahissantes? Donc ça, c'est une question éthique assez complexe. Il y a la notion d'impact. Il y a un impact environnemental, économique, sanitaire potentiel, qui est loin d'être négligeable. Pour autant, ça reste des organismes vivants et qui n'ont pas forcément demandé à ce qu'on les transporte dans tel ou tel lieu. Et donc, vous savez si c'est légitime de forcément tous vouloir les éliminer. Et puis, au-delà de cette question, de ce premier niveau de question, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça résout le problème? Donc là, vous avez une île, World Heritage Island, c'est un réseau d'îles qu'on va trouver dans le Pacifique Sud. Je ne sais plus laquelle c'est exactement celle-là. Et sur cette île, on trouve des chats, donc qui n'ont rien à foutre là, qui ont été importés par des bateaux. Et on trouve des lapins. C'est deux espèces qu'on trouve assez facilement un peu partout, parce que les chats, ça mange les rats, donc sur les bateaux, c'est pratique, c'est un auxiliaire sanitaire. Et le lapin, ça se reproduit facilement et ça grandit vite, donc c'est un auxiliaire alimentaire. Sur cette île, vous pouvez voir, il n'y a pas d'arbres. Donc tout ce qui est oiseau, ça va nicher au sol. Donc là, du coup, pour les chats, c'est déjà que les chats grimpent bien aux arbres, mais alors si en plus ils n'ont même pas cet effort à faire, c'est du pain béni. Alors le graphique, là, il est particulièrement peu lisible, hein, je vais vous raconter. Ce qui est en ordonnée, c'est le nombre de lapins. La première mesure de gestion qui a été mise en place sur ces îles, ça a été de gérer les populations de lapins qui proliféraient de manière assez importante. Et le lapin est un herbivore, et donc ils avaient tendance un petit peu à bouffer tout ce qui était disponible et mangeable. Donc, le virus de la myxomatose a été introduit pour essayer d'éliminer les lapins. Donc ça, c'est une mesure de gestion très classique. On est sur un périmètre restreint, donc il n'y a pas de risque de dispersion du virus en dehors de l'île. Ça fait partie des mesures de gestion utilisées. Bon, ça marche assez bien, parce qu'on voit que les populations de lapins déclinent et se stabilisent à des effectifs relativement faibles. Donc là, on s'est dit, bah, on peut passer à la deuxième étape. Ah, je vais faire hurler tout le monde. On va tuer les chats. La deuxième étape, c'est d'éliminer les chats, et comme ça, on se dit, on aura résolu le problème des espèces exotiques sur cette île. Et bien donc, les chats ont commencé à être tués donc, à cette période-là, et le dernier chat a été tué à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les chats, en fait, ils ne mangeaient pas que des oiseaux, ils mangeaient des lapins aussi. Et donc finalement, une fois qu'on a éliminé les derniers chats régulateurs des lapins, les populations de lapins relictuelles se sont mises à exploser. Et donc on s'est retrouvé avec plein de lapins, encore plus qu'avant, et sans aucun moyen de régulation. Et en plus, alors c'est assez classique sur le lapin, vu qu'on leur avait déjà filé la myxomatose une fois, la deuxième fois ça marche beaucoup moins bien, ils sont devenus résistants. Ceux qui ont survécu à la première épizootie, ben, finalement sont résistants, et à la deuxième fois ça devient plus délicat. Et donc finalement, vous avez sur les images A et C la végétation sur l'île avant les mesures de gestion.
Et en B et D, après les mesures de gestion, c'est les mêmes sites. Donc on a une uniformisation du couvert végétal. On a des espèces endémiques qui ont été remplacées par des espèces qu'on trouve un peu partout. Donc là, c'est Poa annua, donc une poacée qui est présente voilà, un peu partout. Donc finalement, la mesure de gestion a été plus dommageable pour l'écosystème que le laisser faire. Parce que souvent, en fait, on n'a pas une connaissance suffisamment fine de toutes les interactions. La seule, à grande échelle, la seule mesure qui a marché, c'est sur une petite île, un petit confetti qui faisait 2 km sur 1 km, l'île surprise. Et en fait, ils ont défini à partir de ça l'effet surprise, parce qu'ils ont d'abord éliminé, alors, je ne sais plus dans quel sens, le chat. Après avoir éliminé le chat, le rat qui était présent, mais en très peu d'individus, donc finalement ils ne savaient même pas qu'il y avait des rats. Ben, du coup, ils se sont mis à proliférer, parce qu'il n'y avait plus de contrôle, donc ils ont éliminé les rats. Et après avoir éliminé les rats, c'est une fourmi qui s'est mise à proliférer, dont ils n'avaient pas connaissance, qui était régulée par les rats. Et finalement, on enlève les rats, on a des fourmis. Donc à chaque fois, en fait, il y a tellement d'espèces exotiques et il y a des réseaux maintenant tellement enchevêtrés que ça devient délicat. Et puis un autre exemple qui est assez intéressant, qui montre aussi la complexité liée à l'état de dégradation des écosystèmes. Donc Cape Cod, c'est sur la côte ouest des États-Unis, et c'est un peu une zone de villégiature chicos en Amérique, qui est envahie par Carcinus maenas, donc le crabe vert, qui est une espèce autochtone en Europe, qui a été importée aux États-Unis et qui est invasive aux États-Unis. Et ce crabe vert est le prédateur du crabe violet des marécages, autochtone de ce secteur-là, du Cape Cod. Et donc Carcinus maenas mange Caesarma reticulatum, le crabe violet des marécages. Les effectifs de Caesarma reticulatum diminuent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Caesarma reticulatum, avec ses petites pinces? Il est en train de couper de l'herbe, parce qu'il est herbivore et il aime bien manger cette espèce végétale en particulier, qui est une espèce qui pousse dans les marécages. Spartina alterniflora, donc c'est des prés salés avec cette espèce végétale, et c'est un écosystème particulier à Cape Cod. Sauf que, avec la surpêche, on a éliminé tous les prédateurs naturels de Caesarma reticulatum. Ce qui fait que ce crabe violet, dégagé de tout contrôle, est en train de détruire complètement les prés salés. Et donc s'il n'y a plus Spartina, il n'y a plus aucune racine qui retient les sédiments, tout est lessivé, ça éloigne le trait de côte, ça fragilise les écosystèmes. Donc finalement, dans notre billard à 3 bandes, on a une espèce autochtone, puisqu'elle n'est plus régulée, qui est en train de détruire un écosystème autochtone, et l'espèce exotique, en contrôlant l'espèce autochtone, protège l'écosystème autochtone. Donc, ça veut dire que dans ce système-là, on peut avoir un objectif de gestion et éliminer le crabe vert, mais avant ça, il faut d'abord restaurer le réseau trophique et restaurer les populations de prédateurs naturels du crabe violet. Sinon, si on a une approche centrée uniquement sur l'espèce et pas sur l'habitat, on va faire plus de bêtises que de bonnes choses. D'autres exemples pour montrer la complexité toujours de ce système. Des articles scientifiques. Ici, sur les écrevisses, un grand groupe aussi où il y a beaucoup d'invasions biologiques, où ils se sont rendus compte qu'il valait mieux une espèce invasive plutôt que pas d'espèce du tout. C'est-à-dire que dans des milieux où finalement les espèces autochtones n'ont pas réussi à se maintenir, l'espèce exotique rend les mêmes services et occupe la même fonction dans l'écosystème que la fonction occupée avant par l'espèce autochtone. Donc, plutôt que rien avoir, l'espèce exotique sert à quelque chose. Et puis, ici, sur des vers de vase, ça c'est une étude qui a été faite dans la mer Baltique. Alors la mer Baltique, c'est un peu une poubelle. C'est-à-dire que
tout le monde a déversé tous ses déchets chimiques, nucléaires, métaux, etc. pendant quelques décennies, ce qui fait que les sédiments sont de piètre qualité, si je pèse mes mots. C'est des sédiments qui sont très organiques et qui génèrent de l'hypoxie. Ça veut dire qu'au niveau de ces sédiments, il n'y a plus du tout d'oxygène. Et dans la couche qui est au-dessus de ces sédiments, il n'y a plus du tout d'oxygène non plus. Tout est consommé par la matière organique dans les sédiments. Donc il n'y a plus de vie du tout. Et en fait, il y a un petit ver exotique qui s'est installé dans ces sédiments et qui, lui, tolère ces conditions. Et en brassant les sédiments, il permet l'oxydation de la matière organique et finalement sa minéralisation, et ce qui fait que peu à peu, le milieu ne devient plus hypoxique et la vie revient progressivement sur ces banquettes sédimentaires. Donc là, on a une espèce certes exotique, mais la seule capable de supporter les conditions générées par l'activité humaine qui étaient impropres à la vie, et donc c'est elle qui permet à une certaine diversité de revenir. Donc voilà, la situation est jamais simple. Oui. J'ai un autre exemple moi, qui me fait penser au schéma que vous avez montré. Il y a le moustique qui coûtait le plus cher. Je crois que le moustique, c'est celui qui tue aussi le plus d'humains, de tous les animaux, bien au-delà de tous les prédateurs. Oui. Et je sais que dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en Amérique du Sud, les pouvoirs ont essayé de le réguler en dépendant des poisons dans les zones humides marécages. Enfin, et là, c'est vraiment des exemples. Donc, ça fait des maladies sur les gens qui vivent pas loin. Ça tue les moustiques, alors que les moustiques, qui peuvent paraître nuisibles, ils font mal, ils donnent des maladies, mais il y a des dizaines de batraciens ou d'oiseaux qui s'en nourrissent. Donc, ça a des effets en cascade d'une maladie. Oui, c'est pour ça que si on focalise encore une fois notre gestion sur le désagrément que ça pose uniquement à l'être humain sans se poser la question de tout le reste, on a déjà une vision très partielle de l'écosystème. Et sur la démoustication, il y a eu dans les années 50-60 des épandages massifs de DDT un peu partout aux États-Unis. Ils s'en aspergeaient, ils se baignaient dedans, c'était la joie, le bonheur. Et puis après, il y a eu des tas et des tas de malformations chez les espèces animales, chez les humains, un peu partout. Donc en gros, en termes de gestion, le mieux c'est de prévenir les invasions. Donc, essayer de limiter les introductions d'espèces, essayer de faire respecter la réglementation pour que les animaleries arrêtent de vendre tout et n'importe quoi, et puis imposer aussi des normes. Alors il y en a quelques-unes, par exemple les cargos, quand ils font des traversées intercontinentales, avant se charger en eau de ballast dans le port de départ et décharger les eaux de ballast dans le port d'arrivée. Donc on faisait un transfert direct d'espèces. Maintenant, il y a un changement d'eau de ballast en pleine mer et un remplacement du ballast en pleine mer. Donc on passe de salinité douce, salée, douce. C'est censé éliminer la plupart des espèces. Il se trouve que la plupart des espèces exotiques sont très tolérantes à la salinité. Justement parce que c'est les seules qui supportent le voyage. Donc ça, c'est le mieux, prévenir les invasions, avoir des outils de prédiction pour dire là, il risque d'y avoir cette espèce qu'il faut surveiller, en particulier cet endroit et cette espèce-là. Éliminer l'espèce à un stade précoce, quand il n'y a que quelques individus, quand il y a un foyer d'invasion, on peut le traiter assez facilement. Donc ça nécessite aussi une surveillance accrue, et une surveillance accrue de tous les types d'écosystèmes. On a tendance à surveiller en termes de patrimoine floristique, faunistique, des zones à haute valeur patrimoniale, et puis des zones moins intéressantes d'un point de vue écologique, du coup, on ne les surveille pas du tout. Il peut s'y passer n'importe quoi, et puis quand finalement on décide d'aller y jeter un œil, on se rend compte que on aurait dû y aller plus tôt. Je parle dans un instant. Et puis donc, dernière solution, quand l'espèce est là et qu'il y a beaucoup d'individus, le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de réguler les effectifs. Et donc ça nécessite de gérer régulièrement et d'y retourner, et de faire tout le temps la même chose, et c'est ça qui coûte très cher. Donc qu'est-ce qu'on fait au LIEC sur la thématique? Et je m'arrêterai sur quelques exemples. Alors je vais passer celui-là. Non, je le fais très rapidement. Alors, on travaille sur la Moselle, on surveille la Moselle depuis 1994
avec des campagnes annuelles pour regarder tout ce qui est présent en termes d'invertébrés dans la Moselle. On n'a quasiment plus que des espèces exotiques, quasiment plus d'espèces autochtones dans la Moselle. Et ça, c'est toutes les espèces exotiques qu'on trouve dans la Moselle. Toutes celles qui sont en blanc ou en noir au-dessus sont des espèces qui viennent du bassin ponto-caspien, donc qui viennent de la même ère géographique. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a de plus en plus d'espèces exotiques dans la Moselle, mais qu'il n'y en a plus aucune qui prolifère vraiment dans nos blocs verts et orange. Elles se régulent les unes les autres. Et puis en fait, c'est surtout parce qu'il y a quelques années, enfin il y a une dizaine d'années maintenant, il y a une espèce en particulier qui est arrivée, un poisson ce coup-ci, le goby, qui est un prédateur et qui prolifère massivement dans la Moselle et finalement qui bouffe tout le reste. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus de prolifération d'espèces exotiques si on se focalise sur les invertébrés. En fait, c'est parce qu'il y a le top prédateur qui régule tout le monde, mais qui lui prolifère. Un deuxième exemple rapide, donc ça c'est une thèse qui est en train de se finir. Hélène Groffier, qui a travaillé notamment avec VNF, Voies navigables de France, sur une plante invasive, donc le myriophile hétérophile, qui prolifère dans les canaux. Ça fait partie justement, je disais, de ces écosystèmes délaissés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surveillance de la qualité des milieux, il n'y a pas de surveillance réglementaire des canaux, parce qu'on considère que c'est juste des tuyaux d'eau et que ça n'a aucun intérêt écologique. Et finalement, en fait, c'est par là que passent les bateaux et souvent c'est par là qu'arrivent les espèces exotiques. Donc, ce serait à surveiller tout particulièrement. Donc là, on a le myriophile qui prolifère. Quand un bateau essaye de passer là-dedans, le moteur, l'hélice s'en mêle, on peut avoir des casses moteurs, etc. Et donc, c'est un problème pour les usages. On essaye de prédire la distribution de l'espèce potentielle, on n'y arrive pas, et on essaie de trouver des solutions pour limiter sa prolifération, et on n'y arrive pas non plus. Mais voilà, on travaille là-dessus. Et puis d'autres projets de thèse, Manon Bain et de Vernizzi, là sur le deuxième volet d'utilisation des espèces exotiques, sur l'utilisation de la DRSN en biosurveillance, où voilà, on a des systèmes implantés dans la Moselle, et on va récolter régulièrement des organismes pour essayer de comprendre leur état de santé et de relier leur état de santé à la pollution du milieu et à l'état de santé de l'écosystème dans son ensemble. Et donc voilà, les espèces exotiques, c'est une question écologique, économique, éthique. Il y a des travaux de sociologie qui ont été faits, et ce qui ressort dans la littérature, c'est que le vocabulaire associé aux espèces exotiques, c'est le même vocabulaire que celui qu'on a dans tous les discours xénophobes. On les qualifie de la même manière, et voilà, on a ce même champ lexical. Il y a ce réflexe d'élimination systématique qui n'est pas forcément le plus pertinent. Il faut d'abord essayer de comprendre quelle place cette espèce a pris dans le milieu avant de réagir. C'est un peu lié aussi à une vision fixiste des écosystèmes, c'est-à-dire que la composition des communautés évolue de manière naturelle, et il y a des phénomènes globaux qui font que des aires de distribution changent. La DRSN, encore une fois, il y a des DRSN fossiles qui ont été retrouvés en Bourgogne. Donc ça veut dire qu'avant le Burmien, il y avait des DRSN. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces espèces d'Europe de l'Est qui sont en train de revenir en Europe de l'Ouest ne sont pas tout simplement en train de recoloniser progressivement leur aire de distribution ancestrale grâce à des canaux ouverts par l'homme, mais voilà, on peut se poser la question. Réponse forcément. Voilà, et puis du coup, on manque d'un point de vue global centré sur l'habitat, et on peut se poser la question autour du respect de la vie. Voilà, quand la recommandation à chaque fois qu'on sort un organisme exotique, c'est de le sacrifier sur place, on peut se poser la question de l'éthique associée à tout ça. Voilà, j'ai fini. Vous parliez du goby tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait justement pour essayer de limiter ces proliférations? Non, parce qu'en fait,
En milieu aquatique tout particulièrement, pour bloquer la circulation d'une espèce, on n'a pas de moyens en fait. Aux États-Unis, ils ont essayé de mettre en place des systèmes, alors à la sortie des Grands Lacs, pour essayer de circonscrire certaines espèces aux Grands Lacs, où ils ont mis finalement des barrières de champ électrique. Donc ils envoyaient un champ électrique sur les